Personnages féminins, il est essentiel de les replacer dans le contexte esthétique de leur époque. Le début des années 2000 est marqué par l'émergence d'un style très codifié, souvent désigné par le terme Iduka, Year 2000, qui revient aujourd'hui à la mode. Cette esthétique se caractérise par des coupes spécifiques. Les jeans taille basse, souvent évasés ou bootcut, les pantalons cargo, les hauts très courts, crop top ou au contraire très longs, et une surabondance d'accessoires, ceinture à strass, créole, sac baguette. Les matières comme le denim délavé et les couleurs vives, notamment le rose, sont omniprésentes. Dans Caméra Café, cette mode n'est pas simplement décorative, elle fonctionne comme un langage non verbal, une manière pour les personnages féminins de construire leur identité et de naviguer dans les dynamiques de pouvoir du bureau. Maeva, avec son style que l'on imagine très pop, coloré et probablement chargé en accessoires, utilise la mode pour renforcer son personnage de jeune femme futile et inoffensive. Ces tenues, en apparence superficielle, sont une stratégie de dissimulation. En se conformant à l'image de la fashion victime un peu écervelée, elle désamorce la méfiance de ses collègues et peut manœuvrer plus librement dans les coulisses. Pour les femmes en position de pouvoir, comme Carole Ducier-Belmont, directrice commerciale, ou Nancy Langer, directrice financière, le défi vestimentaire est différent. Elles doivent adopter les codes de la mode de leur temps pour ne pas paraître ringardes, tout en conservant une crédibilité professionnelle. Elles porteraient probablement une version plus sobre et plus corporate des tendances idées aux écarts, un pantalon cargo bien coupé plutôt qu'un modèle baggy, un top à bretelles sous un blazer structuré, des accessoires de marque mais discrets. Leur garde-robe est un exercice d'équilibre constant entre l'affirmation de leur féminité et la projection d'une image d'autorité. L'analyse vestimentaire permet ainsi de lire les ambitions, les stratégies de défense et les identités que les personnages féminins construisent pour survivre et s'imposer dans un environnement de bureau encore largement dominé par des figures masculines archétypales comme Jean-Claude, Hervé. La mode devient un champ de bataille symbolique où se jouent les questions de légitimité, de pouvoir et d'identité de genre. Chapitre 5. Jean-Guy Lecointre et la figure de l'autorité technocratique. Si l'espace détente est le théâtre des employés, il est aussi le lieu où l'autorité vient régulièrement rappeler son existence, souvent sous les traits de Jean-Guy Lecointre, le directeur des ressources humaines, DRH, interprété par Gérard Chailloux. Personnage rarement vu en train de se détendre, Jean-Guy est l'antagoniste froid, l'incarnation du pouvoir hiérarchique et de la logique managériale déshumanisée. Il n'est pas simplement un chef, il est le représentant d'une nouvelle forme de pouvoir d'entreprise qui a émergé à la fin du XXe siècle, une autorité technocratique, armée d'un jargon spécifique et guidée par les impératifs de l'optimisation et du contrôle. Son personnage est essentiel pour comprendre que les comportements dysfonctionnels observés chez les employés ne sont pas de simples défaillances individuelles, mais bien souvent des réponses à une culture d'entreprise anxiogène dont il est le principal architecte. 5,1. Le DRH comme antagoniste Freud et incarnation du pouvoir. Dans la dramaturgie des Caméra Café, Jean-Guy Lecointre occupe la place de l'antagoniste structurel. Il est celui qui vient troubler la fausse quiétude de l'espace détente, non pas par des éclats ou des passions, mais par le simple rappel de la réalité du pouvoir. Ses interactions avec les salariés ne sont jamais des échanges entre égaux, mais des confrontations de pouvoir, des rappels à l'ordre ou des négociations tendues. Sa relation avec Hervé Dumont est particulièrement significative. En tant que DRH et délégué syndical, ils sont les deux faces d'une même pièce, engagés dans un conflit permanent qui est le rituel central des relations professionnelles à la française. Leurs débats, souvent houleux, sont le lieu où s'affrontent la logique de la direction et les revendications, souvent hypocrites dans le cas d'Hervé, des salariés. Jean-Guy est dépeint comme un personnage dénué d'empathie, pour qui les employés ne sont pas des individus mais des ressources humaines à gérer, des coûts à optimiser et des problèmes potentiels à maîtriser. Il est le visage de la rationalité instrumentale de l'entreprise, une force froide et calculatrice qui s'oppose à l'humanité, même défaillante, des autres personnages. Sa présence suffit à changer l'atmosphère de l'espace détente, les rires cessent, les conversations s'interrompent et chacun redevient un subordonné conscient de sa position précaire. Il est le rappel constant que la détente est une concession, un espace toléré mais toujours sous surveillance, et que le véritable pouvoir se situe ailleurs dans les bureaux de la direction. 5,2. La langue de bois managériale et la culture d'entreprise des années 2000. Le pouvoir de Jean-Guy s'exprime avant tout par son langage. Il est le maître de la langue de bois managériale, ce jargon spécifique fait d'euphémismes, d'anglicismes et de concepts abstraits qui visent à masquer la brutalité des rapports de pouvoir sous un vernis de modernité et de rationalité. Quand Jean-Guy parle de synergie, de process ou d'optimisation des effectifs, il utilise un code destiné à déréaliser le travail et à neutraliser toute contestation. Ce langage n'est pas seulement un outil de communication, c'est une technologie de pouvoir qui impose une vision du monde où les seules valeurs qui comptent sont l'efficacité, la performance et la rentabilité. À travers le personnage de Jean-Guy, Caméra Café dresse le portrait des angoisses et des mutations de la culture d'entreprise française au début des années 2000.
Cette période est marquée par une transition profonde, l'accélération d'un modèle plus néolibéral, influencé par les pratiques anglo-saxonnes. La mise en place des 35 heures, la pression accrue de la valeur actionnariale et la montée en puissance des nouvelles théories du management transforment le monde du travail. Le rôle du DRH évolue en conséquence. De simple administrateur du personnel, il devient un partenaire stratégique de la direction, chargé de mettre en œuvre les restructurations et d'optimiser le capital humain. Jean-Guy Lecointre est l'incarnation parfaite de cette nouvelle figure. Froid, calculateur, focalisé sur les résultats et la maîtrise des coûts, et profondément indifférent aux états d'âme de ses employés. Il est l'agent de la pression, de la précarité et de l'insécurité qui pèsent sur les salariés. Dans cette perspective, les dysfonctionnements observés quotidiennement devant la machine à café, l'agressivité de Jean-Claude, le cynisme d'Hervé, la recherche constante d'un bouc émissaire en la personne de Sylvain ne peuvent plus être interprétés comme de simples défauts de caractère. Ils apparaissent comme les symptômes d'une pathologie organisationnelle, des stratégies de survie et de défoulement dans une culture d'entreprise anxiogène. La cruauté ordinaire de l'espace détente est le reflet inversé de la violence froide et systémique du management incarné par Jean-Guy. Conclusion, miroir d'une époque en transition, l'analyse approfondie des personnages de Caméra Café révèle que la série est bien plus qu'une simple succession de sketches humoristiques. Elle est un microcosme social d'une richesse et d'une pertinence exceptionnelle, un miroir tendu à la société française du début des années 2000. Chaque personnage, de Jean-Claude le beauf triomphant à Jean-Guy le technocrate glacial, fonctionne comme une pièce essentielle d'une mosaïque complexe, incarnant un archétype social qui permet de décoder les tensions, les fractures et les angoisses d'une époque en pleine mutation. La synthèse de ces archétypes offre une critique complète et nuancée du monde du travail, où les dynamiques de pouvoir, l'hypocrisie des discours et la violence symbolique des relations interpersonnelles sont exposées avec une lucidité féroce. Caméra Café fonctionne également comme une précieuse capsule temporelle capturant un moment de bascule civilisationnelle pour le monde de l'entreprise. L'une des toiles de fond de cette époque est l'anxiété liée à la transition vers l'euro. Le passage du franc, repère monétaire familier et tangible, à une nouvelle monnaie européenne abstraite a généré une perte de repères et une méfiance diffuse au sein de la population, avec la perception d'une augmentation généralisée des prix. Cette anxiété économique fait écho à la perte des repères sociaux et moraux des personnages. Dans ce contexte de flottement, la radinerie pathologique d'Hervé, les rêves de richesse subites de Jean-Claude et les petites arnaques du quotidien prennent une dimension symbolique plus forte. Ils sont les symptômes d'un monde où les anciennes certitudes s'effondrent et où chacun tente de tirer son épingle du jeu dans un système perçu comme de plus en plus incertain. Plus fondamentalement encore, la série dépeint ce que l'on pourrait appeler le dernier âge d'or de la vie de bureau centralisé, une culture pré-numérique aujourd'hui largement révolue. À l'époque de Caméra Café, le smartphone n'a pas encore envahi les poches, les réseaux sociaux n'ont pas reconfiguré les interactions et le télétravail reste une pratique marginale. L'entreprise est un lieu physique, un centre de gravité obligatoire. Dans ce contexte, la machine à café n'est pas un simple lieu de pause. Elle est le seul et unique réseau social de l'entreprise, le centre névralgique où l'information circule, où les réputations se font et se défont et où la vie collective prend forme pour le meilleur et pour le pire. La série capture ainsi un mode de socialisation professionnelle qui a depuis largement disparu, remplacé par des échanges dématérialisés et une fragmentation des collectifs de travail. Pourtant, malgré son ancrage profond dans les années 2000, la pertinence de Caméra Café demeure intacte. Les technologies et les modes ont changé, mais les thèmes fondamentaux explorés par la série sont intemporels. Les dynamiques de pouvoir, la cruauté ordinaire en groupe, la recherche d'un bouc émissaire pour souder une communauté, l'hypocrisie des discours managériaux et la quête éperdue de sens ou de son absence, dans l'univers professionnel continue de résonner avec force aujourd'hui. En fin de compte, Caméra Café n'est pas seulement une comédie sur la vie de bureau. C'est une étude profonde et souvent hilarante sur la nature humaine lorsqu'elle est placée en milieu contraint, un rappel que derrière les organigrammes et les bilans comptables, ce sont toujours les mêmes passions, les mêmes peurs et les mêmes absurdités qui animent les hommes et les femmes. Caméra Café, le roman. Chapitre 1. Le rituel du matin. Le soleil du matin filtrait à travers les stores vénitiens poussiéreux du rez-de-chaussée, illuminant d'une lueur pâle l'espace exigu autour de la machine à café. Dans cette entreprise anonyme de banlieue, la journée commençait toujours ici, au pied de l'hôtel sacré du bureau, le distributeur de café. C'était un appareil un peu vieillot au plastique beige jauni qui vibrait en grognant lorsque les premiers employés en manque de caféine appuyaient sur ses boutons. Une odeur de robusta tiède flottait déjà dans l'air, mêlée à l'odeur familière des photocopieuses surchauffées et des moquettes mal aspirées. Ce matin-là, Jean-Claude Convenant était, comme à son habitude, le premier arrivé devant la machine à café. Grand gaillard à la cravate trop voyante et à la mine insolente, Jean-Claude arborait un sourire carnassier de quelqu'un qui a déjà une bêtise en tête avant même 8 heures. Il lissa d'une main sa chemise à motif improbable, des petites motos rouges sur fond bleu, et de l'autre il tapota affectueusement la carlingue de la machine à café. « Salut, toi » murmura-t-il à l'appareil comme s'il parlait à une vieille copine.
Chaque matin, Jean-Claude entretenait avec cette machine une relation quasi intime. C'était son royaume, il y régnait en